Salut, je m'appelle May. J'ai actuellement 19 ans. L'histoire que je vais vous raconter est très bizarre et me hante tous les jours. Tout a commencé quand j'avais 17 ans. Chez moi, il y a 2 chambres à coucher, une pour mes parents et l'autre pour moi. Dans cette maison, je me suis toujours sentie observée et ça m'a toujours mise très mal à l'aise. À cause de cette impression, j'ai toujours eu peur de dormir seule et je n'aimais pas non plus rester dans le noir. Donc chaque nuit, je m'endormais avec les lumières allumées. La première expérience effrayante que j'ai eue m'est arrivée une nuit, pendant que je dormais. Je m'étais brusquement réveillée au milieu de la nuit. Et bien que mes yeux étaient ouverts, je ne pouvais pas respirer, et je n'arrivais pas à bouger ne serait-ce qu'une partie de mon corps. C'était terrifiant parce que j'avais bien conscience que c'était une paralysie du sommeil, mais je ne pouvais absolument rien y faire. J'ai regardé autour de moi, et j'ai soudainement vu la silhouette d'un homme de grande taille, sans visage, se tenant au-dessus de moi. J'ai essayé de crier, mais c'était comme si les cris n'étaient que dans ma tête. Rien ne fonctionnait, donc j'ai essayé de réciter des prières en boucle dans ma tête, tout en fermant les yeux. Et après quelques instants, j'ai enfin réussi à bouger mon corps et à reprendre ma respiration. Mais j'étais essoufflée, comme si je venais de courir un marathon. Mon cœur battait la chamade dans ma poitrine. Je n'en ai pas parlé à mes parents, parce que je me suis dit que c'était probablement à cause de la fatigue, ou que c'était juste un mauvais rêve. La seconde nuit, j'étais de nouveau en train de dormir, faisant face à la porte. Mes yeux se sont ouverts, mais c'était différent cette fois, parce que je sentais quelque chose me serrer fort les bras. J'ai jeté un coup d'œil à côté de moi, pour trouver 3 paires de mains qui essayaient de me tirer sous le lit. Mais ce n'était pas mon corps qu'ils tiraient, c'était comme s'ils voulaient arracher mon âme hors de mon corps. J'ai essayé de crier et d'appeler mes parents, mais encore une fois, les cris n'étaient que dans ma tête. J'ai de nouveau prié, pensant que ça marcherait comme la première fois. Mais malheureusement, ça n'a pas marché. Je ne pouvais toujours ni bouger ni respirer. Je me suis acharnée, priant encore et encore, jusqu'à sentir mon souffle revenir à la normale. Je me suis pleinement réveillée après ça, trempée de sueur, et j'ai décidé de rester réveillée. J'avais trop peur de me rendormir, parce que je ne voulais pas que ça m'arrive de nouveau. J'ai essayé de me distraire en regardant des vidéos sur mon téléphone et en buvant du café, jusqu'à 6 heures du matin. Ma mère se lève en général à cette heure-là, donc j'ai quitté ma chambre et je l'ai rejointe pour le petit déjeuner. Je voulais lui raconter ce qui s'était passé, mais entre les corvées que je devais faire et notre discussion sur d'autres sujets, ça m'est sorti de la tête. La 3e nuit, je suis allée me coucher vers 3 heures du matin. J'avais regardé des films de zombies jusqu'à tard dans la nuit, parce que c'est mon genre préféré. Mais ce que je craignais s'est de nouveau reproduit, et je me suis encore réveillée en pleine paralysie du sommeil. Comme d'habitude, je ne pouvais pas contrôler mon corps, ou appeler mes parents. Donc à la place, j'ai décidé d'affronter ma peur et de regarder l'homme sans visage. Je pouvais le sentir me regarder, au plus profond de moi-même. Et une fois que je l'ai regardé à mon tour, j'ai vu qu'il était assis sur mes chaises, complètement immobile. La peur m'a de nouveau submergée, et j'ai encore prié. Mais quand j'ai rouvert les yeux, il s'était déplacé au coin de ma chambre, légèrement plus proche de moi. J'ai refermé les yeux et j'ai prié encore plus fort, jusqu'à ce que je sente ma respiration revenir et mes mouvements se libérer. Cette fois-ci, j'ai tout raconté à ma mère dès son réveil. Elle m'a expliqué qu'il y avait une ouverture dans ma chambre, un trou carré qui était supposé être pour la climatisation. Elle m'a dit que c'était peut-être des esprits errants qui venaient m'embêter dans mes rêves, et que ce trou était peut-être le passage qu'ils utilisaient pour venir dans ma chambre. Ces événements sont arrivés pendant la période du dimanche des rameaux, une fête chrétienne. Ma mère a donc installé des feuilles de palme dans ma chambre, pour couvrir le trou et empêcher les mauvais esprits de passer. Et croyez-le ou non, tous mes cauchemars et paralysies du sommeil se sont complètement arrêtés après ça. Dieu merci. Une nuit, pendant que Chris dormait, il s'est réveillé en panique en entendant son frère Alex crier. Il a couru jusqu'à sa chambre et l'a trouvé dans son lit en train de s'agiter dans tous les sens, criant « Ne pars pas, Noah, ne pars pas !» Pour contexte, Noah est le meilleur ami d'Alex. Chris a essayé de secouer son frère, mais il a juste continué à crier dans son sommeil. Chris l'a secoué plus violemment, et Alex s'est enfin réveillé. Chris lui a demandé ce qui se passait, et Alex, les yeux pleins de larmes, lui a raconté pourquoi il souffrait de cauchemars. Il y a un mois, Alex était chez son ami Noah en train de jouer, lorsqu'il a entendu un bruit étrange à l'extérieur. Ils ont regardé dehors et ont vu un homme se tenant dans le jardin,
Donc Noah est sorti pour aller lui parler. Mais le visage de l'homme se tenant là était violet. Et quand Alex l'a remarqué, il a senti son cœur louper un battement. Il a tout de suite eu un très mauvais pressentiment et a crié à Noah de ne pas y aller. Mais c'était trop tard. Noah s'était déjà approché de l'homme. Alex l'a regardé lever les yeux vers le visage de l'homme, le regarder pendant quelques secondes, puis s'écrouler au sol, aussi rigide qu'un tronc d'arbre. Choqué, Alex lui a demandé ce qui se passait. Mais Noah était incapable de répondre, se convulsant au sol en étouffant. L'homme au visage violet a éclaté de rire, approchant son visage de celui de Noah pour le narguer. Alors qu'Alex observait la scène de derrière la fenêtre, il a ressenti une émotion indescriptible. Une sorte de peur bizarre qui gonflait dans sa poitrine. Il a appelé Noah plusieurs fois, mais son ami continuait de se convulser par terre, clairement à l'agonie. Alex a enfin compris l'urgence de la situation et a appelé les secours. Cependant, le temps que la police et l'ambulance arrivent, Noah avait déjà arrêté de respirer. Et l'homme au visage violet s'était volatilisé. Le corps de Noah a été emmené et une autopsie a été pratiquée. Les médecins ont découvert que la cause du décès était un arrêt cardiaque. Son corps était intact, sans aucune blessure ou ecchymose, et aucune substance néfaste n'a été trouvée non plus. Les médecins ont dit que quelque chose avait forcément abîmé le cœur de Noah, mais ils ne savaient pas ce que c'était. Ils étaient perplexes, disant que c'était la première fois qu'ils voyaient une chose pareille. Alex n'en croyait pas ses oreilles. Il avait clairement vu Noah se tordre de douleur avant qu'il ne meure. Mais il était pourtant en bonne santé et jouait avec Alex normalement, jusqu'à ce que cet homme au visage violet apparaisse. Il avait suffi d'un seul regard de cet homme étrange pour que Noah s'écroule et perde la vie. Alex a raconté tout cela à la police, mais ils ne l'ont pas pris au sérieux. Et depuis, Alex a souffert d'une immense culpabilité, ainsi que de terreur de revoir l'homme. Quelque temps plus tard, il a appris une nouvelle encore plus choquante. Pendant les 3 jours qui ont suivi la tragédie, 3 autres personnes avaient été victimes de crises cardiaques dans leur quartier. Parmi les 3, 2 étaient morts sur le coup, et un seul avait survécu. Selon des témoins, les 3 victimes avaient toutes vu un homme au visage violet avant de s'écrouler. L'homme qui a survécu a fait un témoignage terrifiant. Voici ce qu'il a dit. Au moment où j'ai regardé le visage de cet homme, j'ai senti mon cœur se serrer comme jamais. Je ne sais pas pourquoi. Les yeux de l'homme étaient remplis de haine, aussi froids que de la glace, et son sourire empestait le sang. Dès que j'ai posé mes yeux sur ce visage, je n'ai plus réussi à respirer. Tout mon corps était faible, mais j'ai instinctivement su que je pourrais survivre si j'arrivais à fuir. Donc j'ai rampé de toutes mes forces. Mais l'homme m'a poursuivi et a collé son visage au mien en éclatant de rire. Il m'a ordonné de regarder, mais j'ai fermé les yeux. Ne pas voir ce visage a rendu la douleur plus tolérable. Mais son rire, dès le moment où il a commencé à rire comme un fou dans mon oreille, mon cœur s'est de nouveau serré. Les yeux toujours fermés, je me suis couvert les oreilles et j'ai rampé de toutes mes forces. Heureusement, mes voisins m'ont trouvé et l'homme s'est enfui. Je crois que je suis vraiment revenu d'entre les morts. Je ne savais pas que l'on pouvait mourir juste en regardant quelqu'un. Mais la police ne l'a pas cru non plus. C'était délirant après tout. L'homme au visage violet n'est plus réapparu dans leur quartier depuis. Qui était-il? Et pourquoi les gens mouraient en le regardant? Cet incident reste un mystère à ce jour. Ces histoires nous viennent de Kushi, un jeune homme de 17 ans habitant à Delhi, en Inde. Ça lui est arrivé il y a quelques mois de cela, mais il n'arrive pas à l'oublier. Un jour, il était en chemin pour rentrer chez lui après les cours. Comme d'habitude, les rues étaient bondées à cette heure-là, vers 18h. Ce jour-là, Kushi était très fatigué, donc au lieu de s'épuiser davantage avec le bus, il a décidé de prendre un taxi pour rentrer. Il y avait une 30aine de kilomètres entre l'école et chez lui. Il lui fallait donc une bonne heure et demie, voire même 2 heures, pour y aller. Alors qu'il était dans le taxi, il a soudainement été secoué, et la voiture s'est arrêtée à 1 kilomètre de chez lui, en panne. Il faisait déjà nuit à ce moment-là, donc même avec un seul kilomètre restant, ça paraissait long. Mais ne voulant pas perdre davantage de temps à attendre un autre taxi, il a décidé de finir à pied. Il marchait depuis quelques minutes, quand il a soudainement aperçu une fille, qui semblait avoir le même âge que lui, assise derrière des buissons près de là où il marchait. Par politesse et curiosité, il lui a demandé si elle avait besoin d'aide. La fille a alors levé la tête et lui a répondu à voix basse. « Merci pour ton inquiétude. Je me suis blessée à la jambe en marchant. Pourrais-tu me donner un mouchoir pour que je puisse nettoyer la plaie ?»
Kushi a accepté et lui a demandé si elle avait informé ses proches de son accident. C'est à quoi la fille a répondu que oui, qu'elle les avait contactés qui seraient là très bientôt, mais que sa blessure lui faisait très mal et qu'elle avait besoin de la couvrir avec quelque chose. Kushi a fouillé dans son sac pour trouver un mouchoir, et au moment où il s'apprêtait à lui tendre, un vieil homme sorti de nulle part s'est précipité vers lui a attrapé le bras et l'a tiré avec force de l'autre côté de la route. Une fois à quelques mètres, l'homme lui a demandé « Hé gamin, je t'observe depuis quelques minutes. À qui parlais-tu là-bas » Kushi lui a répondu « Je parlais à la fille juste là-bas, et s'est blessée et a besoin d'aide. J'allais lui donner un mouchoir quand vous m'avez tiré. » Ce que le vieil homme lui a dit ensuite l'a laissé sans voix, et une terreur profonde l'a submergé. « Écoute, la fille dont tu parles n'existe pas. Il n'y avait personne là-bas. Je suppose que c'est le fantôme de la fille qui est morte d'un accident de la route ici, il y a de cela 26 ans. C'est une bonne chose que tu ne lui aies rien donné qui t'appartienne, parce que si tu l'avais fait, tu aurais eu des problèmes beaucoup plus graves que ce que tu peux imaginer. Maintenant rentre chez toi sans t'arrêter. » Kushi était profondément choqué. De peur de retomber sur la fille, il a couru d'une traite jusqu'à chez lui, sans regarder derrière lui. Quand il est enfin arrivé, sa mère lui a ouvert et a dit « Kushi, qui est cette fille avec toi? C'est une amie ?» Sans même la laisser finir, il est entré en trombe et a fermé la porte derrière lui, allant droit dans sa chambre. Cette nuit-là, il n'a pas réussi à fermer l'œil et a tout essayé pour se calmer. Il a fini par s'assoupir très tard. Le lendemain matin, il a compris qu'il avait eu beaucoup de chance de ne pas avoir eu le temps de donner à la fille son mouchoir. Parce que s'il l'avait fait, elle l'aurait sûrement hanté jusqu'à la fin de ses jours. La fille que sa mère avait vue était la même que celle qu'il avait rencontrée. Elle l'avait suivie. Il était très reconnaissant au vieil homme de lui avoir sauvé la vie. Récemment, je me suis soudainement souvenue de quelque chose qui m'est arrivé quand j'étais petite, et j'aimerais vous partager cette histoire. J'habitais en Finlande à ce moment-là, et j'étais une ado de 14 ans blonde aux yeux verts. J'adorais la nature, et jouais avec mes amis dans les forêts qui nous entouraient. Notre maison était un bungalow au cœur des bois. J'étais à 15 minutes de marche de l'école, puisque la petite ville dans laquelle nous habitions était dispersée autour de la forêt. Je traînais beaucoup avec mon petit frère, et mes deux amis Hélène et Miko. C'était une région magnifique, surtout en hiver, lorsque la neige s'empilait sur les branches d'acacia, avec les oiseaux chantant gaiement. La vie y était très agréable et très normale, jusqu'à ce jour en particulier. C'était un lundi matin. Je me préparais à aller à l'école. J'ai fini de ranger mes affaires dans mon cartable rouge et je me suis dépêchée de sortir, laissant mon frère à la maison. Comme il était plus jeune que moi, ses cours commençaient un peu plus tard. La marche de chez moi à l'école prenait normalement 25 minutes. Mais grâce à un raccourci à travers la forêt que j'avais découvert, ça ne me prenait qu'un quart d'heure. La forêt que je traversais a toujours été connue pour les rumeurs circulant à son sujet, disant qu'il y avait des trolls qui y vivaient. Et des histoires d'enfance comme « Les elfes qui attendent Noël vivent sous les troncs d'arbres. Va voir si tu trouves une petite porte. » rendaient le trajet encore plus amusant. Je connaissais cette forêt comme ma poche. Je pouvais la traverser les yeux bandés. Nous étions au mois de mai, et les oiseaux qui gazouillaient ainsi que les rayons du soleil qui traversaient les branches rendaient la forêt encore plus belle. Je me merveillais toujours du paysage en marchant. Mais ce jour-là, alors que je m'enfonçais plus profondément dans la forêt, les bruits sont devenus de moins en moins familiers pour moi. Ça m'a inquiétée, mais j'ai continué, me disant que j'allais bientôt arriver à l'école de toute façon, et que j'étais en sécurité dans la forêt que je connaissais bien. Alors que j'avançais, j'ai entendu quelque chose tomber de mon sac. Je me suis retournée pour voir ce que c'était, et c'était mon porte-clés fétiche. Je me suis baissée pour le ramasser, puis je me suis redressée et je n'étais plus dans la même forêt. Les bruits du vent, des oiseaux chantants, et même mes propres bruits de pas avaient disparu. Je regardais frénétiquement autour de moi parce que je ne reconnaissais pas du tout l'endroit. Il n'y avait plus de chemin, et en regardant plus attentivement, il y avait des espèces d'arbres qui ne poussaient normalement pas dans la région où je vivais. J'avais l'impression que le ciel se reflétait bizarrement sur la terre en dessous de moi, et que le ciel qui se dressait au-dessus de moi était plein de colère. J'étais terrorisée. Je me suis mise à courir, regardant autour de moi pour essayer de trouver un repère, n'importe lequel, et des larmes coulant sur mes joues. J'avais l'impression que quelque chose me pourchassait, mais je ne voyais rien du tout. J'ai continué à courir, jusqu'à ce que mon pied se prenne dans une branche d'arbre. Et à ce moment précis, tous les bruits sont revenus. J'ai regardé derrière moi, et j'étais sur le sentier que je suivais pour aller à l'école. J'étais pétrifiée.
Je savais ce que j'avais vu et ressenti quelques instants auparavant. Je n'avais pas rêvé. Je suis restée immobile pendant un moment, essayant de comprendre ce qui avait bien pu m'arriver. J'avais peur que si je me remettais à marcher, la même chose se reproduise. J'ai donc fait demi-tour pour rentrer chez moi. Quand je suis arrivée, je me suis jetée dans les bras de ma mère, qui a immédiatement compris que quelque chose n'allait pas. Elle m'a demandé avec inquiétude pourquoi je n'étais pas à l'école et pourquoi j'étais en panique. Je lui ai raconté ce qui s'était passé, regardant son visage se tordre de peur pendant que je parlais, puis finir par une expression soulagée. Elle m'a assise et m'a dit « Tu es entrée dans la couverture de la forêt ». Je n'ai rien compris à ce qu'elle disait. Elle m'a alors expliqué que c'était une vieille légende locale, qui dit qu'une fois que l'on met un pied dans la couverture de la forêt, on entrait dans le royaume des trolls, et qu'on n'y était pas les bienvenus. Les gens qui réussissaient à s'échapper de la couverture de la forêt étaient considérés comme chanceux, parce que si l'on restait là-bas trop longtemps, on se faisait pourchasser par les créatures de la forêt. Et ceux qui se font attraper ne reviennent jamais vivants. J'ai senti mon visage pâlir. C'était donc ça la pression que j'avais ressentie pendant que je courais. Inutile de vous préciser que pendant un long moment après cet incident, je n'ai plus réussi à aller dans la forêt. Mais environ 1 an plus tard, j'avais retrouvé ma confiance et je me suis senti le courage d'y retourner, parce que ma grand-mère m'avait assuré que ça ne se reproduirait plus. Elle m'a expliqué que les âmes prisonnières de la couverture de la forêt étaient heureuses de voir un survivant chanceux et qu'elle lui donnait de la bonne chance, comme récompense pour avoir fait quelque chose qu'elle n'avait pas pu faire, survivre. Quand j'étais petite, j'étais une fillette vraiment courageuse. Je n'avais pas peur du noir, ni des monstres ou des fantômes. C'était même le contraire. J'adorais écouter ce genre d'histoire flippante depuis mon plus jeune âge. J'avais 4 ou 5 ans quand cet incident m'est arrivé. Nous sommes 4 dans ma famille. Moi, ma mère, mon père et mon frère. Nous habitons en appartement. Mon frère et moi partagions la même chambre quand nous étions petits. Et cette chambre avait un balcon où ma mère étendait nos vêtements pour les faire sécher. Un soir, ma mère était sous la douche et mon père et mon frère étaient sortis quelque part. J'étais sur le canapé en train de me reposer quand j'ai entendu ma mère sortir de la salle de bain. Elle est allée dans ma chambre pour récupérer des vêtements secs dans le balcon. Je l'ai rejointe, m'amusant sur mon tricycle pendant qu'elle cherchait ses vêtements. Puisque nous étions au 2e étage, personne ne pouvait accéder au balcon depuis l'extérieur. Ma mère a quitté la pièce, me laissant seule sur le balcon pour jouer. Après quelques instants, l'ennui m'a de nouveau gagnée, donc j'ai décidé de rentrer. Au moment où j'allais descendre de mon tricycle, quelque chose m'a attrapé la main. Quelque chose de gros. C'était entièrement gris et sans visage. On aurait dit la silhouette de quelqu'un portant une grosse capuche. La chose est juste restée là, sans lâcher ma main. J'étais sous le choc. Je n'ai pas dit un mot, mais j'ai essayé de m'échapper. J'ai essayé de tirer mon bras, mais la chose ne me lâchait pas. Après plusieurs minutes de lutte, elle a enfin lâché prise, disparaissant en même temps. Je ne me souviens plus de ce qui s'est passé après ça. J'ai 15 ans maintenant, et j'habite encore dans le même appartement. Personne ne me croit quand je raconte cette histoire. Tout le monde me dit que ce n'était qu'un rêve, mais je suis persuadée que non. Je sais que j'ai réellement senti les mains de cette chose sur moi. Blake va avoir 22 ans cette année, et l'histoire qu'il souhaite nous partager lui est arrivée quand il avait 6 ans. Un peu de contexte avant. Quand il est né, l'une des premières choses que sa grand-mère avait dites à sa mère était qu'il y avait quelque chose de différent chez lui, qui le distinguait des autres membres de sa famille. Blake n'a jamais pris ces mots au sérieux, jusqu'au premier incident. Les parents de Blake s'étaient séparés pendant une période. Blake a donc vécu avec sa mère et son grand frère dans le pays natal de sa mère, pendant les premières années de sa vie. Mais ses parents ont fini par se réconcilier, et ils ont dû quitter le pays natal de sa mère pour retourner vivre avec son père. Blake était très triste et en colère d'avoir dû quitter tous ses amis. Il ne parlait pas la langue du nouveau pays, et ne comprenait même pas totalement son père. Mais ça n'a pas affecté leur relation, parce qu'ils étaient tout de même très proches. Sa mère avait toujours son travail dans son pays natal, et devait y retourner assez régulièrement, y restant de quelques jours à quelques semaines. Encore un peu de contexte. Leur maison était divisée en 2 appartements. Les grands-parents de Blake vivaient au rez-de-chaussée, et Blake et sa famille à l'étage. L'étage était connecté à un escalier en acier, et juste à côté de l'entrée de l'appartement, se trouvait la chambre qu'il partageait avec son frère. Le lit de son frère se trouvait près de la porte,
et avait une grande fenêtre au bout. Celui de Blake se trouvait à l'opposé. La porte était entre les deux lits. Leur chambre était plutôt grande, ce qui rend cette histoire encore plus effrayante. Ses grands-parents n'étaient malheureusement plus de ce monde à ce moment-là. Passons maintenant à l'histoire en elle-même. Un jour, sa mère a dû aller au travail dans son pays. Ils l'ont donc emmenée à la gare. Blake pleurait comme d'habitude et ne voulait pas qu'elle parte, mais il a fini par céder. Lorsqu'ils sont rentrés chez eux, son père est parti travailler devant son ordinateur. Il n'était pas sévère et s'en fichait si les enfants regardaient la télé tard ou mangeaient des sucreries. Après des heures à regarder des dessins animés, il était temps d'aller au lit. Il est donc parti dans sa chambre avec son frère, qui a 3 ans de plus que lui. Leur père leur a souhaité une bonne nuit et ils n'ont pas tardé à s'endormir. Mais au milieu de la nuit, une lumière brillante a brusquement réveillé Blake. Il a regardé son frère et a vu qu'il s'était réveillé aussi. Ils sont restés immobiles en silence, jusqu'à ce qu'ils voient une ombre de forme humaine grimper lentement vers leur chambre. La chose était à l'intérieur des murs. C'était vraiment une ombre, mais sans la personne physique pour la provoquer. Il voyait même ses pieds. Blake était perplexe au début, mais pas encore effrayé parce qu'il pensait que leur père leur faisait une blague, comme un spectacle d'ombre. La chose paraissait humaine après tout, si on ne comptait pas sa posture et sa tête bizarrement formée. Elle a avancé courbée tout le long. Quand l'ombre a atteint l'étage, l'atmosphère est soudainement devenue glaciale. Elle a avancé vers le frère de Blake sur la pointe des pieds. Le plus glauque dans tout ça, c'était que cette créature avait des manières très maladroites, comme si elle sortait d'un dessin animé. Même sa marche sur la pointe des pieds. C'était comme si elle essayait de les mettre en confiance. Mais l'instinct de Blake lui disait que cette chose n'était pas humaine. Sa famille avait un passif avec les expériences paranormales, mais Blake n'y avait jamais vraiment cru, et pensait que ce n'étaient que des histoires que ses grands-parents racontaient pour leur faire peur. Son frère la regardait avec des yeux écarquillés, et Blake a pu voir qu'il était aussi effrayé que lui. L'ombre a fini par l'atteindre, et s'est tenue pile au niveau de sa tête. Ils ne pouvaient ni bouger, ni crier tellement ils étaient terrifiés. La chose n'avait pas de visage, elle n'avait donc pas d'expression, mais elle bougeait de manière très cartoonesque pour que les enfants la regardent bien. Puis soudainement, elle s'est tournée vers Blake. C'est pour cette raison que leur chambre a rendu cette expérience encore plus sinistre. Comme précisé au début, ils dormaient chacun d'un côté de la pièce, avec beaucoup d'espace entre eux, les murs étant très longs. L'ombre s'est lentement déplacée depuis le côté du frère à celui de Blake. Les enfants la regardaient sans rien pouvoir faire, jusqu'à ce qu'elle arrive au niveau de Blake. Puisqu'il était à l'intérieur du mur et ne semblait pas pouvoir en sortir, il a pensé qu'il ne risquait rien même s'il avait peur. Mais soudainement, le bras de l'ombre s'est tendu vers lui, essayant d'atteindre sa tête. Il n'a rien pu voir du tout, parce que c'était comme si un voile noir lui bloquait la vue. Et quand il a enfin levé les yeux vers le visage, il n'y avait rien que du froid. Le bras avait presque atteint sa tête, quand il a enfin réussi à crier. Son père s'est immédiatement précipité dans leur chambre. En pleurant, les enfants lui ont raconté ce qui s'était passé. Leur père leur a dit que s'ils voyaient de nouveau quelque chose comme ça, ils devaient la maudire et crier comme des fous. Pendant quelque temps après ça, leurs parents ont décidé de dormir avec eux, et Blake a fini par moins penser à cet incident. Il n'en a pas eu d'autres depuis, mais parfois, il se réveillait sans raison au milieu de la nuit, avec une grosse douleur à la poitrine et incapable de bouger. Il n'a jamais raconté ça à qui que ce soit. Son frère n'a plus jamais reparlé de l'incident, parce qu'il refuse de croire aux fantômes et aux démons. Blake lui a bien posé la question quelques années plus tard, et son frère lui a avoué qu'il s'en souvenait, mais qu'il ne voulait pas y croire. Au moins, Blake était sûr que ce n'était pas son imagination, et ce n'était pas non plus de la paralysie du sommeil. Mais ça ne fait que rendre cette expérience encore plus horrible. Même plusieurs années plus tard, Blake ne sait toujours pas ce qu'était cette chose, ni ce qu'elle avait cherché à faire. Son père est décédé quelques années après ça, et ça l'a laissé avec davantage de questions que de réponses. Blake espère vraiment trouver quelqu'un ayant vécu la même expérience que lui. Cette histoire concerne ma mère. Quand elle avait 14 ans, elle est allée dans son village natal avec mes grands-parents. Une de ses cousines est également partie avec eux. Le village était très joli, et ses habitants étaient très bienveillants. Ma mère a adoré cette visite, entourée par la nature magnifique au cœur de laquelle se trouvait le village. Mais cette impression positive a changé le jour de cet incident. Ma mère et sa cousine étaient en train de se promener, mangeant en même temps du maïs qu'elles avaient acheté sur le chemin.
Mais soudainement, elles ont remarqué qu'un des sachets était presque vide, alors qu'il était plein quelques minutes auparavant. Puis, sortis de nulle part, ils ont remarqué qu'une amie de ma tante était à côté d'eux, mangeant leur maïs. Mais n'était pas avec eux à la base quand elles avaient commencé à se promener, ni quand elles avaient acheté le maïs. Elle était littéralement sortie de nulle part. Les filles n'ont pas trop cherché à comprendre, et elles ont inclus leur amie dans la conversation. Quand il a commencé à faire nuit, elles ont dû couper court à leur conversation pour rentrer chez elles. La maison de l'amie de ma tante était très proche, sur la même route que celle où elles avançaient, donc ma mère et sa cousine lui ont dit au revoir. Mais l'amie leur a dit qu'il y avait un raccourci pour qu'elles rentrent chez elles plus rapidement, et qu'elle les y emmènerait si elles voulaient. Ma mère et sa cousine n'en avaient pas vraiment envie, mais l'amie a vraiment insisté pour qu'elle l'accompagne, et elles ont cédé. Elle leur a montré le fameux raccourci, et c'était en fait un chemin broussailleux à travers la jungle, entouré de grands arbres. Il semblait très sinistre, puisqu'il faisait déjà nuit. Ma mère et sa cousine lui ont de nouveau dit non, mais l'amie a recommencé à insister. Et même si elle ne voulait vraiment pas passer par là, elle se sentait obligée parce que la fille ne lâchait pas l'affaire. Elles étaient confuses, et sans même s'en rendre compte, elles ont commencé à avancer sur le raccourci. Elles marchaient très vite pour sortir de là le plus rapidement possible. Mais alors qu'elles avançaient, un vent violent s'est soudainement mis à souffler, et une pluie diluvienne suivie par du tonnerre ont éclaté. Les filles avaient vraiment très peur, et au même moment, elles se sont rendues compte que l'amie de ma tante avait disparu. Elles ont été submergées par la panique, et se sont mises à courir droit devant elles. En courant, ma mère a brièvement aperçu une femme habillée d'une robe blanche, souriant d'un air menaçant, courir vers elle. La scène a paralysé ma mère de terreur. Sa cousine l'a alors attrapée par la main et l'a forcée à courir aussi vite qu'elle le pouvait. Après quelques minutes, elles ont enfin émergé de la jungle et se trouvaient près de leur maison. Elles se sont dépêchées d'y entrer. Et elles étaient tellement paniquées à bout de souffle que mes grands-parents leur ont demandé ce qui s'était passé. Elles ont à leur tour raconté. Elles n'ont pas réussi à fermer l'œil cette nuit-là et en voulaient beaucoup à l'amie de ma tante. Le lendemain matin, elles sont allées chez elle pour lui demander pourquoi elle les avait abandonnées, sans même leur montrer le chemin au milieu de la tempête. Mais à leur grande surprise, la fille n'avait aucune idée de ce dont elle parlait, parce qu'elle n'était même pas sortie de chez elle la veille. La mère de la fille était juste à côté et avait entendu l'histoire. Elle leur a confirmé que sa fille était restée à la maison toute la journée pour l'aider dans la cuisine. Ma mère et sa cousine étaient choquées, et se sont regardées en silence pendant un long moment, se demandant qui ou quoi était la fille qu'elles avaient vue. C'était en 2019, et j'avais environ 10 ans quand cette histoire m'est arrivée. J'habite au sud-est de l'Angleterre, et malheureusement, c'est là que beaucoup de criminels sont envoyés après avoir purgé leur peine en prison. Ça m'a toujours fait sentir effrayée et inquiète de ce qui pouvait m'arriver à cause de ça. Et quand j'étais petite, des inconnus venaient souvent m'approcher. Malgré cela, notre communauté était très soudée, et tout le monde connaissait tout le monde. J'habitais sur la rue principale, et à 10 minutes à pied de mes oncles, tantes et grands-parents. Cette histoire s'est passée un jour pendant les vacances d'été. J'avais passé toute cette journée-là dehors avec mes amis. Ma mère m'a appelé vers 18h pour me prévenir que le dîner était prêt. Et avant que je rentre, elle m'a demandé si je pouvais déposer quelques cartes d'anniversaire vers la maison de ma grand-mère. J'ai accepté évidemment. Mes amis vivaient de ce côté-là, et ce détour voulait dire qu'on passerait un peu plus de temps ensemble. Nous avons avancé le long de la rue principale, puis nous nous sommes dit au revoir, et je suis partie chez ma grand-mère. Une fois chez elle, nous avons discuté pendant un petit moment, puis je me suis dépêchée de me remettre en route pour rentrer. J'étais plutôt indépendante pour mon âge, donc je n'ai pas ressenti le besoin d'appeler ma mère sur le chemin. En marchant, j'ai senti ma poche vibrer. C'était ma mère, qui m'appelait parce qu'elle était inquiète du temps que je mettais. Je lui ai expliqué que j'avais papoté avec ma grand-mère et que tout allait bien, qu'elle pouvait mettre la table et que j'arriverais bientôt. Elle m'a dit qu'elle préférait rester avec moi au téléphone par sécurité. J'étais presque arrivée, à moins de 5 minutes de chez moi, quand un homme à vélo s'est approché de moi. Il était en surpoids, avait des cheveux roux, portait des vêtements sales et avait un sourire horrible. Il a ralenti en s'approchant de moi et m'a dit de la voix la plus horrible « Salut fillette, ça te dit d'aller à la plage avec moi ?» Mon cœur a failli s'arrêter. Je me suis stoppée, ne sachant pas quoi dire ou faire. Ma mère avait dû entendre sa voix, car elle s'est soudainement mise à crier suffisamment fort pour qu'il l'entende. « Hé, qui êtes-vous » L'homme a dû l'entendre, car il s'est dépêché de s'enfuir.
Mon père est venu me rejoindre pour me raccompagner sur le reste du chemin, et toute ma famille a été mise au courant de ce qui s'était passé. Mon grand-père a dit qu'il connaissait l'homme, et qu'il semblait inoffensif. Il voulait probablement être amical, il a dit. Mais quelques années plus tard, pendant une réunion de famille, nous avons appris que ce même homme venait d'être arrêté pour le meurtre d'une jeune fille. Je me suis aussitôt sentie malade, et j'ai dû m'asseoir. Et si ça avait été moi? Je n'ose pas imaginer ce qui me serait arrivé si ma mère ne m'avait pas appelée ce jour-là. Cette histoire s'est passée pendant l'été 2020, quand Nathan, sa copine et quelques amis à eux sont partis en voyage ensemble pour quelques jours. La ville où ils sont allés avait un magnifique port avec quelques falaises derrière. Ces falaises étaient très hautes, et sauter depuis leur sommet n'était pas possible. Au lieu de sable, il y avait des rochers et des pierres. La petite ville était connue pour deux choses, ses touristes et ses pêcheurs. Le premier jour de leur voyage, le groupe a décidé de marcher jusqu'aux falaises pour observer le soleil se coucher, en faisant un petit apéro devant. La côte de la ville était située dans un grand golfe qui comprenait également leur ville natale, donc ils étaient plutôt proches l'une de l'autre. Il y avait un grand pétrolier amarré dans le golfe depuis une très longue période, à cause de faux documents. Personne n'avait réclamé le navire illégal, et aucun équipage ne se trouvait à bord. Il a donc juste été abandonné là pendant plus d'1 an. Alors que les amis observaient le coucher du soleil, seulement quelques bateaux de pêche ainsi que le pétrolier se trouvaient sur la mer calme. C'était une soirée d'été magnifique. Le soleil a fini par se coucher, et les amis ont continué à discuter de tout ce qu'ils voulaient faire pendant ces vacances. C'est à ce moment que l'un d'eux, Alex, a remarqué quelque chose de bizarre. « Hé les gars, ce bateau n'est pas supposé être vide ?» il a demandé. Personne ne lui a prêté attention au début, pensant que c'était juste une lumière automatique s'allumant par hasard. Mais au bout d'un moment, une seconde lumière s'est ajoutée à la première, puis une troisième, et soudainement, une grosse partie du bateau s'est illuminée. C'était bizarre, mais comme ils n'y connaissaient rien en bateau, ils ont supposé qu'un membre de l'équipage avait été laissé derrière pour s'occuper du bateau le temps qu'il soit récupéré. Ils sont rentrés se coucher, et tout le monde avait déjà oublié cet incident, à l'exception de Nathan. Il avait un pressentiment que quelque chose n'allait pas du tout. Le lendemain matin, ils sont allés à un restaurant pour le petit déjeuner. La télé à l'intérieur était sur la chaîne d'infos locale, qui donnait les informations du jour. C'est là qu'ils l'ont vu. 3 marins sont décédés après avoir tenté de s'introduire sur un bateau abandonné la nuit dernière. Les rapports déclarent que 2 d'entre eux ont eu la gorge tranchée, et le 3e est mort d'électrocution. Nathan s'est demandé si ce qu'ils avaient vu avait un rapport avec le décès des 3 marins, ou si c'était juste une coïncidence macabre. Pourquoi le bateau s'était-il illuminé d'un coup? Qui a attaqué les marins? Et que cherchait-il sur ce bateau? À ce jour, l'enquête n'a toujours rien donné. L'affaire avait été close 1 mois après l'incident, classée en accident. Cette histoire est arrivée à une de mes amies, Anna, qui m'a raconté qu'il y a 2 semaines, elle faisait la queue à la caisse d'un supermarché à New York avec une amie à elle, lorsqu'un homme à l'apparence soignée les a approchés. L'homme a complimenté le manteau d'Anna, en disant qu'il avait l'air de très bonne qualité et luxueux. Anna l'a remercié, et ils ont commencé à papoter. L'homme a expliqué que son costume n'était qu'un costume de marque ordinaire, mais Anna a remarqué qu'il portait des bijoux qui avaient l'air très chers. Quand elle a mentionné que son amie et elle étaient des étudiantes, l'homme n'a pas arrêté de faire des sous-entendus comme quoi elles seraient riches, et que leurs parents devaient financer toute leur vie. Anna a commencé à se sentir mal à l'aise, et a essayé de prendre ses distances de l'homme. Il leur a alors demandé si elles avaient un travail, ce à quoi elles ont répondu non, puisqu'elles étaient étudiantes. Après ça, il s'est mis à leur raconter ce qu'il faisait dans la vie, sans qu'elles n'aient rien demandé. Il a dit « Je fais toutes sortes de petits boulots, mais le principal, c'est celui où j'ai des hommes qui travaillent pour moi. Je les trouve dans la rue, je les nourris et je leur donne un endroit où loger. J'attends justement de les rejoindre là. » Il en parlait comme si c'était ces hommes à tout faire, et ce qui avait semblé touchant au début est vite devenu très perturbant. L'homme a fini par leur dire qu'il venait de se faire voler son portefeuille, et qu'il avait besoin de 400 $ pour une raison dont Anna ne se souvenait même plus. Il leur a dit qu'il la rembourserait au cours de la même semaine, mais qu'il avait besoin de cet argent immédiatement. Anna a poliment refusé, mais à ce stade, elle était extrêmement mal à l'aise. Les 2 filles ont commencé à se diriger vers la sortie pour s'en aller, en lançant à l'homme « Ravi d'avoir fait votre connaissance, bonne chance ».
Elles sont toutes les deux sorties et se sont assises sur un banc à l'extérieur. Alors qu'elles discutaient de cette étrange interaction, elles ont vu l'homme sortir à son tour et s'arrêter à quelques mètres. Il semblait attendre quelque chose, regardant son téléphone en permanence. 2 hommes l'ont rejoint au bout de quelques minutes et ils ont discuté pendant un moment. L'homme au costume est alors parti dans la direction opposée, pendant que les 2 qui l'avaient rejoint sont entrés dans le magasin et ont sorti des couteaux. Absolument choqués et pétrifiés, Anna et son amie ont regardé la caissière lever les bras en l'air, puis vider la caisse pour leur donner l'argent. Les 2 hommes se sont alors enfuis vers la direction que l'homme au costume avait prise. Les filles étaient sur le point d'appeler la police, quand elles ont remarqué que la caissière l'avait déjà fait. Elles ont attendu sur le banc jusqu'à ce que des voitures de police arrivent, puis elles sont allées raconter aux policiers tout ce qu'elles avaient vu, pour aider à identifier les cambrioleurs. Je me demande si c'est une pratique courante dans le crime organisé, payer des SDF pour commettre des crimes. Cet Halloween sera le 40e anniversaire de Mike, et bien que cette histoire lui soit arrivée il y a plus de 25 ans, les souvenirs terrifiants de cette nuit ne se sont jamais estompés. Vous voyez, il a eu son premier encart dans un champ de citrouilles. Il avait conscience que c'était cliché, mais il avait passé un très bon moment. Plus spécifiquement, c'était à l'arrière de son pick-up, qui était garé dans le champ de citrouilles. Pour vous donner une idée, le champ faisait dans les 30 mètres carrés et était entouré d'un grillage pour empêcher les vaches d'y entrer et faire des dégâts. Le pick-up de Mike était garé près de la seule entrée. Lui et la femme qui l'accompagnait, Claire, s'étaient installés là juste avant que le soleil se couche. La maison de Mike se trouvait juste en face du champ. La famille de Mike avait 2 chiens, et en plein pendant leur encart, ils sont entrés dans le champ et ont commencé à aboyer dans leur direction. Mike et Claire se sont interrompus, puis se sont amusés à jeter des bouts de nourriture vers les citrouilles, pour que les chiens courent derrière. Après quelques minutes à s'amuser comme ça, ils ont repris là où ils s'étaient arrêtés. Ils sont restés là jusqu'à la tombée de la nuit, puis se sont mis à admirer les étoiles pendant que les chiens jouaient autour d'eux. Au bout d'un moment, Mike a aperçu son père se garer devant leur maison. Les chiens sont immédiatement partis à sa rencontre, et Mike et Claire se sont redressés pour se rendre présentables. Ils sont restés assis pendant encore un moment, à papoter en regardant le père de Mike caresser les chiens, puis entrer dans la maison. C'est à ce moment-là qu'ils l'ont entendu. Un bruissement provenant du champ quelque part derrière eux. Les 2 se sont interrompus et se sont retournés. Comme il faisait noir, la seule source de lumière était la lune, mais c'était suffisant pour y voir plus ou moins bien. Et c'est comme ça qu'ils ont pu voir ce spectacle d'horreur. Une des citrouilles a commencé à s'élever au-dessus du champ, mais pas comme si quelqu'un la portait. Elle était initialement sur le côté, et elle a lentement bougé pour se remettre dans le bon sens. Pendant une seconde, Mike a pensé que quelqu'un manipulait la citrouille à distance, avec un bâton quelconque. Mais c'est là que le bâton a changé de position. Il a bougé comme un serpent, puis s'est élancé vers le haut, comme le ferait un homme qui passerait d'une position accroupie à une position debout. Mike a alors vu 2 jambes grêles se former, avec les articulations des genoux dépassant de la chose, mais pas de bras. Il y avait une sorte de bourdonnement dans son oreille, et soudainement, Claire a hurlé. Les 2 ont sauté du pick-up et se sont enfuis du champ, courant de toute leur force vers la maison de Mike. Mike s'est retourné une fois pour regarder, et ce qu'il a vu le hantait ce jour. Une grande silhouette squelettique était penchée sur le pick-up, là où ils étaient assis. Il a également aperçu 2 yeux rouges luisants le regardant fixement. Le couple a réussi à arriver au garage, et ils sont précipités à l'intérieur, Mike hurlant à son père de sortir son fusil. Ce n'est qu'en voyant le sang sur le sol de la cuisine qu'il a réalisé qu'il saignait du nez. Et pire encore, celui de Claire saignait aussi. Mike a dit à son père qu'il y avait quelqu'un dans le champ de citrouilles. Son père a attrapé son arme et est sorti en trombe de la maison, les chiens le suivant de près. Mais bizarrement, ils se sont arrêtés à mi-chemin, refusant de s'approcher davantage du champ. Quand le père de Mike est revenu, il était blême. Il voulait savoir ce qui avait endommagé le grillage, et ce qui avait cassé la partie arrière du pick-up, qui était techniquement à lui. Mike n'a pas su répondre, il ne faisait que trembler de peur. Son père a alors détaillé que non seulement quelque chose avait complètement cassé l'arrière du camion, mais elle avait aussi arraché une partie de l'intérieur, et avait détruit une grosse partie du grillage. Mike n'a pas fermé l'œil cette nuit-là. Il s'est recroquevillé de peur dans le salon, avec toutes les lumières allumées. Le jour suivant, la police est venue examiner la scène. Le grillage avait été arraché du sol et traîné sur une courte distance. Il n'y avait aucun indice sur ce qui avait bien pu faire une telle chose.
Le père de Mike et la police étaient convaincus que c'était quelqu'un qui voulait leur jouer un tour pour Halloween. Mais Mike n'y a pas cru une seule seconde. Il a essayé d'expliquer que les chiens étaient présents dans le champ 2 minutes avant que la chose apparaisse, et qu'aucun d'eux ne les avait alertés qu'il y avait un intrus quelque part. De plus, le grillage faisait un boucan d'enfer dès qu'il y avait un peu de vent, donc si quelqu'un avait grimpé par-dessus, ça aurait fait tellement de bruit qu'il l'aurait forcément entendu. Ce qui terrifiait le plus Mike, c'était la silhouette de la chose alors qu'elle se redressait. Même si c'était un intrus avec un costume élaboré, rien n'expliquait l'arrière de la voiture détruite, le grillage dans le même état et les saignements de nez. Même les chiens avaient été trop nerveux pour s'en approcher, sans même parler des yeux rouges luisants qu'il avait aperçus. Le père de Mike n'a jamais cru autre chose que la version des intrus, et ce, jusqu'à la fin de sa vie. Claire et Mike ont conclu que peu importe ce que c'était, ce n'était ni humain ni animal. Mike ne raconte pas souvent cette histoire, parce que personne ne le prend jamais au sérieux. Tout le monde se moque de lui ou en fait une blague. Mais Mike s'en fiche, parce qu'il sait ce qu'il a vu. Il avait entendu dire qu'il existait des créatures appelées les skinwalkers, qui étaient capables de prendre l'apparence de leur choix. Ils se trouvaient en général près des réserves amérindiennes. Le champ de citrouilles en était très loin, mais Mike n'avait aucune autre explication plausible. Que pensez-vous que c'était ? Je m'appelle Bailey. Pour vous aider à m'imaginer, sachez que je suis brune aux yeux bruns et que je fais 1,57 m. Cette histoire m'est arrivée quand j'avais 13 ans. C'était un samedi matin et j'avais demandé à ma mère si ma meilleure amie, May, pouvait dormir chez moi. Ma mère a hésité, pensant à tous les clowns dont on entendait parler aux infos et qui pullulaient dans notre quartier. Il lui a fallu un moment, mais au final elle a accepté. J'ai appelé May pour lui dire qu'elle pouvait venir vers 19 h. Plus tard dans la journée, May est arrivée et nous avons immédiatement sauté sur le canapé pour regarder des vidéos. Environ 20 minutes plus tard, ma mère est partie faire des courses avec ma petite sœur et mon petit frère, nous laissant seuls à la maison avec May. Nous avons commencé à avoir faim dès leur départ, donc nous avons décidé de commander une pizza. Une demi-heure après avoir commandé, la sonnette de la porte a retenti. J'ai demandé à May d'aller récupérer l'argent, pendant que j'allais ouvrir la porte. Derrière se trouvait un homme de grande taille, portant un t-shirt rouge et un pantalon noir. Il m'a regardé de haut et m'a tendu la pizza, puis m'a demandé où étaient mes parents. Et en gamine stupide que j'étais, je lui ai répondu qu'il n'était pas à la maison pour le moment. Un sourire sinistre s'est aussitôt dessiné sur son visage. Mais heureusement, May est arrivée au même moment avec l'argent. Je pense qu'elle a remarqué que j'étais très mal à l'aise, donc elle lui a donné l'argent et a fermé la porte. Nous avons mangé, puis nous sommes allés dans ma chambre pour papoter de choses et d'autres, jusqu'à ce que nous soyons assez fatigués pour aller au lit. Vers 22 h, je suis descendue me chercher un verre d'eau, et pendant que je le buvais, j'ai entendu des bruissements provenant du placard. Je ne comprenais pas ce que ça pouvait être puisque tout le monde dormait, et nous n'avions pas d'animal de compagnie. Je me suis mise à courir vers l'étage pour prévenir ma mère. Et c'est là que j'ai vu une scène que je ne pourrai jamais oublier. Ma mère était par terre, inconsciente. En la voyant comme ça, j'ai senti la panique m'envahir. Je suis retournée dans ma chambre et j'ai verrouillé la porte, avant de réveiller May pour lui expliquer ce qui se passait. Pendant que je parlais, nous avons entendu un coup sur la porte. Nous nous sommes discrètement enfuis par la fenêtre, et nous avons atterri dans les buissons. J'ai immédiatement appelé la police, leur disant qu'il y avait un intrus chez moi. Ils sont arrivés très rapidement, et se sont mis à fouiller la maison. À ma grande surprise, ils sont ressortis quelques instants plus tard avec un clown. Des ambulanciers sont aussi sortis de la maison, portant ma mère sur un brancard et l'ont emmenée à l'hôpital. Heureusement, elle était encore en vie, juste inconsciente. Alors que les policiers installaient le clown dans la voiture, il s'est tourné vers nous et nous a adressé un sourire extrêmement sinistre. Le lendemain matin, un policier a frappé à notre porte. Il nous a dit qu'il y avait un clown qui se faisait passer pour un livreur de pizza, pour glaner des informations sur les gens et s'introduire chez eux. Le plus effrayant dans toute cette histoire, c'est que la police avait retrouvé une boîte de pizza sous le lit, avec un couteau acéré caché dedans. Il avait prévu de nous tuer dans notre sommeil. Nous étions tellement chanceuses d'être encore en vie. Ma mère aussi s'en est remise, et elle est rentrée quelques jours plus tard. Je n'ose même pas penser à ce qui nous serait arrivé si la soif ne m'avait pas réveillée. Je m'appelle Cheryl,
et j'aimerais vous raconter l'histoire effrayante que j'ai vécue. J'habite à la campagne depuis que je suis enfant. Dans la région où je vis, il y a de nombreuses maisons historiques, très vieilles. Plusieurs de mes amis se vantaient de leur possession, mais moi, je pouvais me vanter de quelque chose de bien plus spécial. Il y avait une vieille usine de tuiles sur notre propriété, qui appartient à ma famille. Pour être plus précise, cette usine est constituée de plusieurs bâtiments éparpillés sur le terrain. Ils s'étendaient des deux côtés de l'entrée à notre propriété. Et même s'ils suscitaient l'admiration de mes amis, je vous avoue que je les trouvais terrifiants la nuit. Souvent, quand je rentrais tard, je traversais le terrain en courant pour ne pas regarder ces fenêtres cassées et ces entrées sombres. L'histoire que je veux vous raconter m'est arrivée un après-midi d'hiver, alors que je rentrais des cours. Il n'y avait qu'un seul bus par heure qui partait de mon village. Donc quand je finissais les cours, surtout en hiver, il faisait déjà tout tellement noir quand je rentrais. Comme d'habitude en arrivant, je devais traverser le jardin. Et comme d'habitude, dès que j'ai traversé la rue, je me suis mise à courir à toute vitesse vers la maison. À peu près à mi-chemin, j'ai fait l'erreur de lever les yeux. Et j'ai vu une femme se tenant dans une des pièces du bâtiment. L'entrée de ce bâtiment était couverte d'un drap blanc. Je me suis arrêtée. Au début, j'ai senti la peur me gagner, couvrant mon corps de chair de poule. Qui cela pouvait être? Cependant, après un petit moment à l'observer, la femme a quitté la pièce, et j'ai remarqué que c'était juste ma tante. J'ai poussé un soupir de soulagement. « Salut Tantine !» je lui ai lancé en lui faisant signe. Elle m'a adressé un sourire bienveillant et m'a demandé comment s'était passée l'école. Mais au même moment, j'ai senti que quelque chose n'allait pas. Pourquoi n'avait-elle pas de lampe torche avec elle? Il faisait nuit noire. Je l'ai regardée plus attentivement et j'ai remarqué qu'elle était très pâle. Son sourire semblait forcé. « Tout va bien », j'ai répondu. Ma tante a souri encore plus largement et ma peur est revenue au galop. J'ai retenu un frisson. Soudainement, une pensée m'a traversé l'esprit. « Quel bus as-tu pris aujourd'hui pour rentrer du travail ?» je lui ai demandé. Il n'y avait qu'un seul bus qui allait à notre village comme je vous le disais, et c'était celui que j'avais pris pour rentrer. Sa réponse m'a appris tout ce que je voulais savoir. Il y avait beaucoup de bouchons aujourd'hui et je ne voulais pas attendre. J'ai pris un autre bus, elle a dit. Je n'ai même pas regardé son visage. Je me suis immédiatement enfuie vers la maison, n'attendant même pas sa réaction. Elle ne pouvait pas avoir pris un autre bus, parce que cet autre bus n'existait pas. J'ai aussi réalisé en entrant dans la maison que ma tante devait travailler jusqu'à 20h ce jour-là, et il n'était que 17h. Quand j'ai raconté à ma famille ce qui s'était passé, il y a eu beaucoup de confusion et d'incompréhension. Ma grand-mère a appelé ma tante, pendant que mon père et mon grand-père allaient jeter un œil sur le terrain. Heureusement, le double de ma tante, ou peu importe ce que c'était, n'était plus là. Après cet incident, et pendant plusieurs semaines, mes parents ont insisté pour m'emmener à l'école en voiture, et je ne me suis plus jamais approchée d'aucun de ces bâtiments. À ce jour, je me demande ce qu'était cette chose, et pourquoi elle avait pris l'apparence de ma tante. Cette histoire a été racontée à la mère de Marc par son grand-père, qui lui a raconté à son tour. Il souhaite la partager avec nous. Marc est originaire de l'Inde. Pour vous donner un peu de contexte, cet événement est arrivé en 1966, quand l'arrière-grand-père maternel de Marc servait dans l'armée indienne. C'était un homme très fort, et presque rien ne lui faisait peur. C'était pendant une nuit glaciale en 1966. Il avait été envoyé à une région appelée Ladakh, et la température là-bas atteignait des records mondiaux de froid. Cette nuit-là, il faisait ses patrouilles dans la zone autour du camp de l'armée. C'était à l'époque où les militaires indiens montaient encore à cheval, donc il était sur son cheval. Pendant sa patrouille, il a vu une étrange tente à distance. Il était accompagné par quelques autres officiers, et ensemble, ils sont allés inspecter cette étrange tente qui n'avait rien à faire là. Ce qu'il a vu l'a hanté pendant toute sa vie. Il y avait plusieurs personnes défigurées, dansant dans ce qui ressemblait à une fête. Une musique d'un autre monde était jouée. Et encore plus choquant, il aurait été impossible pour un humain de survivre pendant plus de quelques minutes sans vêtements. Et pourtant, il semblait aller très bien. La chose suivante qu'il a remarquée était que la plupart des pieds de ces gens étaient tordus dans le mauvais sens. Il n'a pas eu besoin d'en voir plus pour savoir ce qu'ils étaient. Dès qu'ils l'ont vu et les officiers qui l'accompagnaient, ils ont crié « Hé, regardez, nous avons des officiers du gouvernement comme invités !» Ils les ont invités à les rejoindre. Et, bien qu'hésitants, ils ont fini par accepter. Les étranges personnes ont proposé de leur servir à manger, mais les officiers leur ont demandé de leur préparer plutôt un sac, parce qu'ils étaient déjà rassasiés. Ils sont rentrés au camp avec ces sacs.
Et quand ils les ont ouverts, ils ont trouvé à l'intérieur des viandes étranges, y compris certaines parties d'un corps humain et des ossements inidentifiables. La nuit suivante, les officiers sont retournés au même endroit en patrouillant. Mais il n'y avait aucun signe ni de la tente, ni des gens. Ils avaient tous disparu comme s'ils n'avaient jamais été là pour commencer. Cette histoire est arrivée à Gabriel quand il avait 16 ans, et il n'aurait jamais imaginé que quelque chose comme ça puisse lui arriver. Il était dans la librairie de son quartier, à la recherche de romans de science-fiction ou de fantasy, puisque c'était ses genres préférés. En cherchant des livres, il est tombé sur un homme âgé, qui semblait avoir la cinquantaine. Gabriel s'est dit que c'était probablement un employé, et s'est approché pour lui demander où étaient les romans de science-fiction. L'employé lui a indiqué une section un peu plus loin devant. Gabriel l'a remercié et est allé dans la direction indiquée. Il a enfin trouvé ce qu'il cherchait, un livre Star Wars. Excité, il est tout de suite allé à l'accueil pour l'emprunter, puis a quitté la librairie pour rentrer chez lui et lire. Il habitait à un quart d'heure à pied de là. Après une dizaine de minutes de marche, il a regardé derrière lui suite à un pressentiment, et a remarqué qu'une camionnette noire n'arrêtait pas de le suivre. Ça l'a mis très mal à l'aise. Il s'est toujours méfié des camionnettes, mais celle-ci en particulier qui le suivait donnait l'impression d'avoir été brûlée plusieurs fois. Très vite, le véhicule l'a rattrapé. Gabriel a eu la peur de sa vie lorsque le chauffeur a baissé sa vitre. À sa grande surprise, c'était l'homme à qui il avait parlé dans les librairies. Gabriel lui a demandé pourquoi il le suivait, et l'homme a répondu en disant qu'il voulait juste s'assurer qu'il rentre chez lui sain et sauf. Mais Gabriel savait qu'il mentait. Sans prévenir, il s'est mis à courir d'une traite jusqu'à chez lui et a prévenu ses parents. Ils lui ont dit qu'à partir de maintenant, peu importe à quel endroit où il allait, il l'emmènerait en voiture. Gabriel pensait que l'histoire s'arrêterait là, mais il avait tort. Le pire, c'était ce qu'il a vécu quand il était dans sa chambre cette nuit-là. Il était en train de jouer à un jeu vidéo, quand il a entendu des coups sur la fenêtre de sa chambre. Et devinez qui c'était ? C'était, encore une fois, l'homme de la librairie. Seulement cette fois, Gabriel a vu qu'il tenait une arme à feu à la main. Il a agi sous le coup de l'adrénaline. Avec colère, il a couru vers la fenêtre, l'a ouverte et a poussé de toutes ses forces ce fou furieux, qui est tombé dans le jardin en contrebas. Puisque sa chambre était au second étage, il est descendu en courant prévenir ses parents de ce qui venait de se passer. Sa mère a immédiatement appelé la police, qui est venue quelques minutes plus tard. Ils ont trouvé l'intrus caché dans un buisson du jardin. Il a été arrêté sur le champ. Ils ont rapidement découvert que ce n'était pas du tout un employé de la librairie. C'était un criminel, recherché pour homicide, kidnapping, viol et plein d'autres horreurs. S'il avait eu le temps de lever son arme avant que Gabriel l'atteigne, ce dernier aurait probablement été une de ses nombreuses victimes. Il était très exactement 3 heures du matin quand mon chien, qui dormait généralement dehors, a commencé à aboyer violemment. Si violemment qu'il m'a réveillée. J'ai essayé de l'ignorer, mais impossible. Je me suis levée et j'ai regardé par la fenêtre pour voir ce qui se passait. Il aboyait dans la direction du portail qui donnait accès à notre jardin. Je n'arrivais pas à voir sur quoi il aboyait depuis la fenêtre, donc j'ai décidé de sortir pour aller voir par moi-même ce qui le faisait réagir comme ça. Le portail faisait partie d'une clôture en bois. Depuis la porte de la maison, on pouvait voir la route. Au moment où j'ai ouvert la porte et passé la tête dehors, mon chien a arrêté d'aboyer. J'ai regardé autour de moi, mais je ne voyais rien du tout à cause du noir. Après quelques secondes, et puisqu'il n'y avait plus un bruit, je suis retournée me coucher. Ça ne faisait même pas 3 minutes que j'étais allongée, quand le chien a recommencé à aboyer. Encore une fois, je suis sortie le rejoindre, et comme la première fois, les aboiements se sont arrêtés. Dès que je suis retournée au lit, le chien s'est remis à aboyer. Toute cette scène s'est reproduite 4 fois au total. À la 4e, j'ai décidé de sortir regarder à l'extérieur. Comme les fois précédentes, le chien s'est tué en me voyant. Mais en regardant autour de moi, j'ai vu du coin de l'œil quelque chose bouger de l'autre côté de la clôture. Je me suis retournée rapidement pour voir une silhouette courir à 4 pattes comme un chien. Seulement, ce n'était définitivement pas un chien. C'était une sorte d'animal étrange sans fourrure, complètement noir de la tête aux pattes, et qui courait d'une manière désarticulée comme s'il n'avait pas d'eau. J'ai décidé de croire que ce n'était qu'un animal nocturne,
et que c'était mon imagination qui l'avait rendu bizarre. Alors je l'ai ignoré. Mais mon chien continuait d'aboyer vers la clôture. Je me suis aventurée un peu plus loin dans la cour pour avoir une meilleure vue du reste. Je voulais voir s'il y avait quelqu'un d'autre là, mais il n'y avait personne. J'ai fait demi-tour vers la maison, et ce faisant, une souche de bois a volé dans le jardin, atterrissant pile là où je me tenais une seconde auparavant. Je me suis retournée, et j'ai vu que la souche s'était enfoncée profondément dans le sol. Sans plus réfléchir, j'ai attrapé mon chien et j'ai couru à l'intérieur, verrouillant la porte derrière moi. Puis je suis allée directement au lit me cacher sous mes couvertures. Mais impossible de fermer l'œil. Je suis juste restée assise là, me balançant d'avant en arrière sous les couvertures, jusqu'à ce que le soleil commence à percer à travers la fenêtre et que les oiseaux du matin se mettent à chanter. Dès que j'ai entendu que ma mère était réveillée, je suis allée la voir pour lui raconter ma mésaventure de la nuit. Elle a essayé de trouver une explication logique pour me rassurer, mais je voyais bien que même elle ne savait pas ce qui avait bien pu se passer, ni ce qu'était cette créature. Je frissonne toujours à l'idée de ce qui aurait pu m'arriver si je ne m'étais pas décalée pour rentrer pile à ce moment et que la souche avait atterri sur moi. Quelle était cette créature? Je n'en ai aucune idée, mais une chose est sûre, ce n'était pas un chien. J'ai actuellement 22 ans, et l'incident que je vais vous raconter m'est arrivé il y a 1 an et demi. Je venais tout juste d'emménager dans mon premier appartement, et j'étais encore en plein dans les cartons. La porte qui mène à mon appartement se verrouille automatiquement une fois fermée. Ce jour-là, j'allais à l'entrée de l'immeuble pour récupérer mon courrier, tout en parlant au téléphone avec mon copain. Je suis retournée chez moi, je me suis assise sur mon lit, et j'ai ouvert mon courrier tout en continuant ma conversation. Mais j'ai fait tomber mon téléphone par terre par maladresse, et il a fini sous le lit. J'ai dû m'allonger sur le sol et tendre le bras pour le récupérer. C'est là que quelque chose a attiré mon regard. Il y avait quelqu'un sous le lit. Mes yeux se sont écarquillés et j'ai retenu un cri. La personne sous mon lit était allongée, immobile et me tournant le dos. Son visage était caché dans son torse. Je ne pouvais donc pas le voir et il ne m'a pas vu non plus. Essayant de rester rationnelle malgré la panique qui me traversait, j'ai ramassé mon téléphone et j'ai dit à mon copain « Désolé, j'ai fait tomber le téléphone. Je vais aller prendre une douche, je te rappelle plus tard. » La salle de bain était juste à côté de mon lit. Je me suis dépêchée d'y entrer et j'ai verrouillé la porte. Puis j'ai fait couler l'eau pour couvrir les bruits et j'ai sauté par la fenêtre. Heureusement que j'habitais au rez-de-chaussée. J'ai appelé la police et ils m'ont dit d'attendre dans les environs, qu'il fallait que je reste sur la rue d'en face pour surveiller si quelqu'un sortait de chez moi. C'était pendant l'été et il faisait encore jour. J'ai traversé la rue et je me suis cachée derrière une voiture, ne quittant pas des yeux la fenêtre ouverte de ma salle de bain et ma porte d'entrée. J'ai rappelé mon copain, qui est arrivé juste avant la police. Une fois ces derniers arrivés, je leur ai donné mes clés et ils sont allés chez moi, pour ressortir quelques instants plus tard, tenant un homme maigre à l'apparence fatiguée. Son regard avait l'air fou, mais il n'a même pas essayé de fuir. Le policier qui était resté avec moi m'a réconforté, pendant que les autres fouillaient ma maison. Ils m'ont dit que l'homme était à l'extérieur de ma salle de bain, tenant un des couteaux de cuisine, et attendait que je sorte. Ce fou avait réussi à entrer chez moi quand je suis allée chercher mon courrier, et s'était directement caché sous le lit. Il s'est avéré que c'était un SDF avec des soucis mentaux. Il a fini en hôpital psychiatrique. Suite à ça, mon copain est venu vivre avec moi dès le lendemain,